Imagine à un instant que tu entres dans une pièce. Pas une pièce extraordinaire, juste un endroit ordinaire, une réunion de travail, une soirée entre amis, peut-être un café où tu retrouves quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et dans cette pièce, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas nécessairement le plus beau, ni le plus élégamment habillé, ni le plus jeune. Mais quelque chose dans cette personne attire ton regard. Quelque chose dans sa façon d'être présent, d'écouter, de sourire avec les yeux, te donne envie de t'approcher. Tu ne sais pas exactement pourquoi, tu ressens juste quelque chose. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Je suis sûr que oui, et je suis sûr aussi que tu t'es peut-être demandé en rentrant chez toi ce soir-là ce que cette personne avait de particulier, ce que tu n'avais pas toi, ou du moins ce que tu croyais ne pas avoir. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble cette question, pas de manière superficielle, pas en te donnant des recettes ou des techniques de séduction, non. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin, un peu plus en profondeur, parce que ce que nous allons découvrir ensemble, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une liste de conseils. C'est une compréhension de toi-même, de ce que tu portes en toi, souvent sans le savoir, de ce que tu projettes dans le monde, souvent sans t'en rendre compte. Le thème que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est celui de l'attraction humaine. Et plus précisément, comment devenir irrésistible sans changer ton physique. Parce que oui, je crois profondément, et des décennies de psychologie clinique le confirmant, que l'irrésistibilité n'a presque rien à voir avec l'apparence physique. Elle a tout à voir avec qui tu es. Avec comment tu te tiens dans la vie, avec la qualité de ta présence, de ton écoute, de ton rapport à toi-même. Et ce que cela révèle de toi, c'est peut-être la partie la plus intéressante de tout ce voyage. Je veux que tu te sentes à l'aise dans cette conversation, que tu te sentes vu, compris, respecté. Parce que je sais que derrière cette question, comment être plus attirant, comment avoir plus d'impact sur les autres, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus intime. Une petite voix qui dit « Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je mérite d'être aimé, admiré, choisi ?» Et cette voix, je la connais, je l'ai entendue dans mon propre intérieur. Je l'ai entendue dans la bouche de centaines de patients au fil des années et je veux te dire dès maintenant que cette voix a tort. Pas parce que tu es parfait, personne ne l'est. Mais parce que ce que tu cherches est déjà là en toi, en attente d'être reconnu et cultivé. Alors installe-toi confortablement, prends une respiration et partons ensemble dans cette exploration. Commençons par quelque chose de fondamental, quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'attraction. Voici ce que j'observe encore et encore dans ma pratique clinique et dans ma propre vie. Les personnes qui cherchent activement à plaire aux autres sont souvent celles qui plaisent le moins. Et les personnes qui semblent ne pas s'en préoccuper, qui sont simplement elles-mêmes, sont souvent celles qui attirent le plus. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont extraordinairement sensibles à l'authenticité. Nous avons une sorte de radar interne presque primitif qui détecte quand quelqu'un joue un rôle, quand quelqu'un essaye de nous impressionner, quand quelqu'un n'est pas tout à fait là, présent, réel. Et quand ce radar se déclenche, quelque chose en nous se ferme, instinctivement. Pas par méchanceté, mais par protection. Pense à quelqu'un que tu connais qui essaye trop fort, qui cherche constamment à faire rire, à être le centre de l'attention, à montrer qu'il est intéressant. Il y a quelque chose d'épuisant dans cette énergie, n'est-ce pas? Même si la personne est sympathique, même si elle a de bonnes intentions, il y a quelque chose qui ne passe pas tout à fait. Quelque chose qui sonne creux. Et maintenant, pense à quelqu'un qui est simplement là, qui t'écoute vraiment, qui parle avec mesure, avec sincérité, qui n'a pas besoin de performer pour exister. Cette personne-là, elle te touche différemment, elle te donne envie de revenir. C'est ça le paradoxe de l'attraction. Plus tu cherches à être irrésistible, plus tu t'éloignes de l'irrésistibilité. Et plus tu te concentres sur être authentiquement toi-même, plus tu deviens magnétique. Maintenant, je sais ce que tu penses peut-être. Tu te dis oui, mais être soi-même, c'est facile à dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et surtout, est-ce que moi, tel que je suis suffisant? C'est une question magnifique et je vais y répondre pas en te donnant une réponse abstraite, mais en te guidant à travers plusieurs dimensions de ce que j'appelle la présence intérieure. Ces dimensions, ce sont les véritables piliers de l'attraction humaine. Et aucune d'entre elles n'a quoi que ce soit à voir avec ta taille, ton poids, la couleur de tes cheveux ou la symétrie de ton visage. La première dimension, c'est la sécurité intérieure, et c'est peut-être la plus importante et de toutes. Je me souviens d'un patient, appelons-le Thomas, qui venait me voir parce qu'il se sentait invisible. Il avait la trentaine, un travail stable, des amis, une vie qui semblait correcte de l'extérieur. Mais il me disait, je ne sais pas pourquoi, les gens ne semblent pas vraiment s'intéresser à moi. Je parle et on m'écoute à moitié, je proposais des choses et on les accepte sans enthousiasme. J'ai l'impression d'être là mais de ne pas vraiment exister pour les autres.
En travaillant avec Thomas, j'ai compris quelque chose d'important. Ce n'était pas qu'il manquait d'intérêt ou de personnalité. Au contraire, il était curieux, intelligent, attentionné. Le problème, c'est qu'il n'était pas sécure en lui-même. Chaque interaction était pour lui une sorte d'examen. Est-ce que je dis la bonne chose? Est-ce qu'il m'apprécie? Est-ce que je suis trop bavard, pas assez drôle, trop sérieux? Et cette anxiété intérieure, même silencieuse, même invisible à l'œil nu, se transmettait. Les gens la ressentaient sans pouvoir la nommer. Et elle créait une légère distance. Quand Thomas a commencé à travailler sur sa sécurité intérieure, pas sur sa confiance en soi au sens superficiel du terme, mais sur son sentiment fondamental d'avoir le droit d'exister, d'être là, d'occuper de l'espace, quelque chose a changé. Pas son physique, pas sa façon de s'habiller, pas ses mots, juste son rapport à lui-même, et les gens autour de lui l'ont senti. Ils ont commencé à se rapprocher, à l'écouter différemment, à chercher sa compagnie. Qu'est-ce que la sécurité intérieure exactement? C'est le sentiment profond et stable que tu es bien, que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour valider ton existence. Que tu peux être en désaccord sans t'effondrer, que tu peux être rejeté sans te sentir détruit, que tu peux être toi-même avec tes forces et tes fragilités sans avoir constamment besoin de te justifier ou de te défendre. Ce n'est pas de l'arrogance est en réalité une forme d'insécurité déguisée. La sécurité intérieure, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. C'est une sorte de paix avec soi-même. Un ancrage, un sol ferme sous les pieds. Et voici ce qui est fascinant. Quand tu portes cette sécurité, les autres la ressentent comme une invitation. Ils se sentent en sécurité, eux aussi, en ta présence, parce que tu ne leur demandes rien. Tu n'attends pas d'eux qu'ils te rassurent, qu'ils t'admirent, qu'ils te valident. Tu es simplement là, entier, disponible. Et ça, c'est extraordinairement rare et donc extraordinairement attirant. Comment cultiver cette sécurité? Ce n'est pas un processus rapide. Je veux être honnête avec toi. Mais il y a des pratiques concrètes. La première, c'est d'apprendre à reconnaître ta valeur indépendamment des résultats. Pas parce que tu as réussi quelque chose, pas parce que quelqu'un t'a complimenté, mais simplement parce que tu existes, que tu essaies, que tu es là. La deuxième, c'est de t'entraîner à rester présent dans l'inconfort. Quand tu as peur d'être rougé au lieu de fuir ou de performer, reste là, respire. Laisse l'inconfort passer sans te laisser emporter par lui. Et progressivement, tu découvriras ce que tu es plus solide que tu ne le croyais. Passons maintenant à la deuxième dimension de la présence intérieure, l'écoute profonde. Je dis souvent, et je le pense vraiment, que l'écoute est l'un des actes les plus intimes que nous puissions offrir à quelqu'un. Et pourtant, c'est l'un des plus rares. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut parler, où les conversations ressemblent souvent à deux monologues parallèles, où chacun attend son tour pour placer ce qu'il avait envie de dire depuis le début. Écouter vraiment, c'est tout autre chose, c'est suspendre son propre intérieur pour accueillir celui de l'autre. C'est ne pas penser à ce qu'on va répondre pendant que l'autre parle. C'est laisser les mots de l'autre atterrir en soi, les laisser résonner, les laisser compter. Et quand quelqu'un se sent vraiment écouté, pas entendu, vraiment écouté, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Cette personne se sent exister, elle se sent importante, elle se sent en sécurité et elle associe ce sentiment à ta présence. Elle voudra revenir, elle te cherchera dans une foule. Elle dira à ses amis, il y a quelque chose de particulier chez cette personne, je ne sais pas exactement quoi, mais j'aime être avec elle. Je pense à une femme, appelons-la Marie, qui m'a dit un jour quelque chose qui m'a marqué. Elle me décrivait un homme qu'elle avait rencontré lors d'une soirée. Elle me disait, il n'est pas particulièrement beau, il n'est pas le plus drôle, il ne cherche pas à impressionner, mais quand il me parle, j'ai l'impression d'être la seule personne dans la pièce. J'ai l'impression qu'il s'intéresse vraiment à ce que je dis, et ça, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est irrésistible. Voilà, Marie venait de décrire l'écoute profonde et son effet sur l'attraction humaine. Écouter profondément, ça s'apprend, ça se cultive. La prochaine fois que tu es en conversation avec quelqu'un, essaie ceci, pendant qu'il parle, résiste à l'envie de formuler ta réponse, reste juste là, dans ces mots. Pose une question qui montre que tu as vraiment entendu, pas une question rhétorique, pas une question pour briller, une vraie question née de ta curiosité sincère pour cette personne. Et observe ce qui s'est passé dans ses yeux, tu verras quelque chose s'allumer. Si ce contenu te touche, si tu te reconnais dans ces mots ou si tu penses à quelqu'un dans ta vie en les écoutant, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon simple de continuer ce chemin ensemble et ça m'aide énormément à continuer à partager ces réflexions avec toi. Continuons. La troisième dimension, c'est ce que j'appelle la présence incarnée. Et c'est un concept qui me tient particulièrement à cœur. Nous vivons une époque étrange, une époque où nous sommes physiquement présents dans un endroit, mais mentalement ailleurs.
Nous sommes au dîner, mais sur notre téléphone, nous sommes dans une conversation, mais en train de penser à notre liste de tâches. Nous sommes avec nos enfants, mais préoccupés par un email professionnel. Cette dispersion de l'attention est devenue tellement normale que nous ne la remarquons même plus. Mais les autres, eux, la ressentent. La présence incarnée, c'est l'art d'être vraiment là, corps et esprit au même endroit, au même moment. C'est regarder quelqu'un dans les yeux, pas pour le fixer de manière intimidante, mais pour lui signifier « je suis là avec toi maintenant ». C'est avoir un langage corporel ouvert, détendu, non défensif. C'est parler avec une voix posée, sans précipitation, comme si tu avais tout le temps du monde. Et cette présence incarnée a un effet presque magique sur les autres, parce qu'elle est contagieuse. Quand tu es vraiment présent, les autres le deviennent aussi. La conversation ralentit, elle s'approfondit. Elle devient réelle, et dans ce moment de réalité partagée, quelque chose se crée entre deux personnes. Un lien, une connexion, quelque chose qui dépasse les mots. J'ai une pratique que je recommande souvent. Avant d'entrer dans une interaction importante, une réunion, un rendez-vous, une conversation difficile, prends 30 secondes, juste 30 secondes, ferme les yeux si tu peux ou simplement baisse le regard. Respire profondément et dis-toi intérieurement « je suis là, je suis disponible ». Cette personne mérite ma présence entière. Ça peut sembler simple, presque naïf. Mais l'effet sur la qualité de tes interactions est remarquable. La quatrième dimension de la présence intérieure, c'est ce que j'appelle la chaleur authentique. Et attention, je veux être précis sur ce mot, authentique. Parce que la chaleur forcée, la gentillesse de façade, le sourire de service, ça ne trompe personne. Les gens le sentent et ça crée de la méfiance plutôt que de l'attraction. La chaleur authentique, c'est quelque chose de différent. C'est une disposition intérieure, c'est le fait de genuinement s'intéresser aux autres, de trouver les gens fascinants, dans leur diversité, dans leurs contradictions, dans leurs histoires. C'est croire vraiment que chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'apprendre, quelque chose à t'offrir, une richesse intérieure qui mérite d'être découverte. Cette disposition, on peut la cultiver. Et l'un des moyens les plus efficaces, c'est de pratiquer ce que j'appelle la curiosité bienveillante. C'est l'art de regarder les autres avec des yeux d'explorateur plutôt que de juge. Pas qu'est-ce que cette personne a de défectueux, de bizarre, d'irritant, mais plutôt qu'est-ce qui a construit cette personne, qu'est-ce qui l'a fait vibrer, qu'est-ce qu'elle porte en elle que je ne vois pas encore. Quand tu regardes les gens avec cette curiosité bienveillante, ta chaleur devient naturelle. Elle ne nécessite pas d'effort, elle rayonne simplement. Et les gens le sentent, ils se sentent vus, pas chougés, acceptés, pas évalués. Et ce sentiment d'être accepté est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Quand tu le combles chez quelqu'un, tu deviens précieux pour cette personne. Indispensable, presque, permettons-nous une petite pause dans notre exploration parce que je veux revenir sur quelque chose d'important. Jusqu'ici, nous avons parlé de sécurité intérieure, d'écoute profonde, de présence incarnée et de chaleur authentique. Et tu as peut-être remarqué quelque chose, aucun de ces éléments n'implique de changer qui tu es fondamentalement. Ils impliquent de devenir plus pleinement toi-même. De débarrasser ta présence de tout ce qui la cache, de tout ce qui la brouille, de tout ce qui l'atténue, c'est ça, le vrai travail. Pas de se construire un personnage plus séduisant. Mais d'enlever les couches qui recouvrent ta lumière naturelle. Parce que cette lumière, elle est là. Elle a toujours été là. Parfois enfouie sous des années de doutes, de comparaisons, de messages reçus qui t'ont dit que tu n'étais pas assez. Mais elle est là. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est peut-être encore plus profond. Quelque chose qui touche à la racine même de l'attraction humaine. J'appelle ça le rapport à soi-même comme fondement du rapport aux autres. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et dont je ne connais pas l'auteur exact, mais qui dit à peu près ceci. Tu ne peux donner aux autres que ce que tu te donnes à toi-même. Et c'est d'une vérité presque brutale. Si tu ne te respectes pas, comment peux-tu rayonner le respect? Si tu ne te fais pas confiance, comment peux-tu projeter la confiance? Si tu ne t'accordes pas de valeur, comment peux-tu faire sentir aux autres qu'ils ont de la valeur à tes yeux? Le rapport que tu entretiens avec toi-même est le modèle invisible de tous tes rapports avec les autres. Les gens ne le voient pas directement, mais ils en ressentent les effets à chaque instant. Dans ta façon de te tenir, dans ta façon de parler, dans ta façon de réagir aux compliments ou aux critiques, dans ta façon d'entrer dans une pièce, je pense à une autre personne que j'ai accompagnée, appelons-la Sophie. Sophie était quelqu'un d'extraordinairement gentil, elle faisait tout pour les autres, elle était disponible, serviable, toujours là, et pourtant elle me disait qu'elle se sentait seule.
que les gens ne la voyaient pas vraiment, qu'elle avait l'impression d'être aimée pour ce qu'elle faisait, pas pour ce qu'elle était. En travaillant ensemble, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Sophie était si gentille avec les autres parce qu'elle ne l'était pas avec elle-même. Elle se critiquait constamment, elle se comparait sans cesse, elle ne s'autorisait pas à avoir des besoins, des limites, des désirs. Et cette maltraitance intérieure se traduisait paradoxalement par une sorte d'effacement de soi dans ses relations. Elle donnait beaucoup, mais elle ne se montrait pas vraiment. Elle restait derrière un rôle. Quand Sophie a commencé à se traiter avec plus de douceur, à se permettre d'exister avec ses propres besoins et ses propres limites, quelque chose de remarquable s'est produit. Elle est devenue plus intéressante pour les autres, pas parce qu'elle avait changé de comportement, mais parce qu'elle avait commencé à exister vraiment, à occuper l'espace, à être vue. Le message que je veux te transmettre ici est simple mais puissant. Prends soin de toi-même, pas de manière égoïste, mais de manière fondamentale. Sois pour toi-même le meilleur ami que tu as toujours voulu avoir. Parle-toi avec gentillesse, accorde-toi le bénéfice du doute, célèbre tes petites victoires, pardonne-toi tes erreurs. Et observe comment ce changement intérieur transforme progressivement la façon dont les autres perçoivent. Parce que l'attraction, au fond, c'est une énergie. Et cette énergie prend sa source dans ton rapport à toi-même. Si tu continues à m'écouter et que ces réflexions résonnent en toi, je t'encourage vraiment à t'abonner à cette chaîne. Chaque épisode est une invitation à aller un peu plus loin dans la connaissance de toi-même et c'est un chemin que je trouve beau de parcourir ensemble. Abordons maintenant quelque chose que j'appelle la puissance de la vulnérabilité. Et je sais que ce mot peut faire peur. Vulnérabilité. Dans notre culture, on associe souvent la vulnérabilité à la faiblesse, à quelque chose qu'il faut cacher, qu'il faut protéger, qu'il faut surmonter. Mais je veux te proposer une autre façon de voir les choses. La vulnérabilité, quand elle est partagée avec discernement et courage, est l'une des forces les plus attractives qui existent. Pourquoi ? Parce qu'elle est réelle. Parce qu'elle dit à l'autre « je ne suis pas parfait et je ne prétends pas l'être. Je suis humain comme toi. » Et cette humanité partagée crée un pont entre deux personnes, un pont que la perfection ne peut jamais créer. Pense aux personnes que tu admires le plus dans ta vie, pas celles que tu envies, celles que tu admires vraiment. Je parie qu'elles ne sont pas parfaites. Je parie même qu'une partie de ce que tu admires chez elles, c'est leur façon d'assumer leurs imperfections, leur façon de parler de leurs doutes sans s'effondrer, leur façon de dire « je me suis trompé » sans perdre leur dignité, leur façon d'être humaine pleinement sans honte. Il y a un chercheur américain, Brené Brown, qui a consacré des années à étudier la vulnérabilité et qui a conclu quelque chose de magnifique. La vulnérabilité est le berceau de la connexion humaine. C'est là que naissent l'amour, l'appartenance, la joie, le courage, pas dans la perfection, dans la vulnérabilité assumée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu peux, dans tes conversations, tes relations, ta vie quotidienne, te permettre d'être réel. De dire « je ne sais pas » quand tu ne sais pas. De dire « j'ai eu peur » quand tu as eu peur. De dire « ça m'a touché » quand quelque chose t'a touché. Pas de manière théâtrale, pas pour chercher de la sympathie, mais avec la simplicité de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Et cette simplicité-là, cette honnêteté-là, elle est magnétique. Elle donne aux autres la permission d'être eux-mêmes aussi. Et dans cet espace de réciprocité, quelque chose de beau peut naître. Je voudrais maintenant te parler d'un aspect souvent négligé de l'attraction humaine, le sens de l'humour. Mais pas n'importe quel humour. Pas l'humour qui cherche à briller, qui joue à l'esprit pour impressionner. Je parle d'un humour particulier que j'appelle l'humour de la légèreté. C'est la capacité de ne pas se prendre trop au sérieux, de trouver la drôlerie dans les situations ordinaires de la vie. De rire de soi-même avec bienveillance, de transformer une maladresse en moment de complicité plutôt qu'en source de honte. Les personnes qui ont cette légèreté sont extraordinairement agréables à côtoyer, parce qu'elles allègent l'atmosphère, parce qu'elles rappellent que la vie, malgré ses difficultés, a aussi ses moments absurdes et cocasses. Parce qu'elle crée un espace où l'on peut respirer, où l'on peut être imparfait sans que ce soit dramatique. Et cette légèreté, elle aussi, prend sa source dans la sécurité intérieure. Parce que pour rire de soi-même, il faut ne pas avoir peur de soi-même. Il faut être suffisamment à l'aise avec ses propres imperfections pour les regarder avec tendresse plutôt qu'avec anxiété. Je me souviens d'une situation lors d'une conférence que je donnais. J'avais fait une erreur assez visible. J'avais confondu deux concepts devant une salle pleine. Et au lieu de paniquer ou de minimiser, j'ai simplement souri et dit « Voilà ce qui arrive quand on parle sans note. Excusez-moi, recommençons. » La salle a ri et ce moment d'humour involontaire a créé plus de connexion avec le public
que n'importe quelle phrase bien préparée. C'est ça la légèreté, ce n'est pas de la désinvolture, c'est une forme de sagesse. La sagesse de savoir que rien n'est si grave qu'on ne puisse en sourire, au moins un peu. Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose qui est peut-être la dimension la plus subtile et la plus puissante de toutes, les valeurs incarnées. Une personne irrésistible dans le sens profond du terme, c'est une personne qui vit en accord avec ses valeurs, qui fait ce qu'elle dit, qui est la même personne en public et en privé, qui ne se contredit pas selon les situations, selon les gens en face d'elle, selon ce qui est confortable ou non. Cette cohérence intérieure est quelque chose que les autres ressentent profondément, même sans pouvoir le nommer. Quand tu es en présence de quelqu'un qui vit selon ses valeurs, tu le sens. Il y a quelque chose de solide en lui, quelque chose de fiable, quelque chose qui inspire confiance. Et la confiance est le fondement de toute attraction durable. À l'inverse, quand quelqu'un dit une chose et en fait une autre, quand il adapte ses opinions selon les gens qu'il veut impressionner, quand il manque à ses engagements sans vraiment s'en préoccuper, on le sent aussi. Et même si on ne peut pas toujours le formuler clairement, on se méfie, on garde une distance. Alors la question que je t'invite à te poser est celle-ci. Quelles sont tes valeurs profondes ? Pas les valeurs que tu penses devoir avoir, pas celles que ta famille ou la société t'a enseignées sans que tu les aies vraiment choisies. Tes valeurs à toi, ce qui compte vraiment pour toi. Ce pourquoi tu serais prêt à te lever le matin même quand c'est difficile. Est-ce la loyauté, la créativité, la justice, la famille, l'honnêteté, la liberté, la beauté, la connaissance ? Et une fois que tu as identifié ces valeurs, la question suivante est: est-ce que ta vie reflète ces valeurs ? Est-ce que tes choix quotidiens, tes relations, ton travail, ta façon de traiter les autres sont alignés avec ce qui compte vraiment pour toi ? Parce que quand il y a un alignement, un traité valeur et ta vie, quelque chose de remarquable se produit, tu dégages une sorte d'intégrité rayonnante. Une cohérence qui attire naturellement les personnes qui partagent ces mêmes valeurs, et les relations qui naissent de cet alignement sont profondes, durables, nourrissantes. Si ce que nous explorons ensemble te parle, si tu sens que ces idées peuvent transformer quelque chose dans ta façon d'être avec toi-même et avec les autres, je t'invite à laisser un commentaire. Dis-moi ce qui résonne le plus pour toi. Et bien sûr, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucun de ces épisodes. Parlons maintenant de quelque chose qui me tient profondément à cœur, la relation entre l'attraction et la croissance personnelle. Parce que j'ai observé au fil des années que les personnes les plus magnétiques sont presque toujours des personnes en mouvement, des personnes qui apprennent, qui s'interrogent, qui évoluent, des personnes qui ont une vie intérieure riche et en développement constant. Pourquoi ? Parce que la croissance génère de l'énergie, elle génère de la curiosité, elle génère de l'enthousiasme. Et ces qualités sont extraordinairement communicatives. Quand tu parles avec quelqu'un qui est passionné par ce qu'il apprend, par ce qu'il découvre, par ce qu'il construit, tu le ressens immédiatement. Il y a une lumière dans ses yeux, une vitalité dans sa voix, une richesse dans ses mots, et tu veux être autour de cette énergie. À l'inverse, la stagnation, même confortable, génère une sorte d'énergie terne. Pas forcément négative, mais sans éclat. Et les gens le ressentent aussi. La croissance personnelle n'implique pas de courir après des objectifs ambitieux ou de s'élancer dans des projets spectaculaires. Elle peut être très simple. Lire un livre qui te challenge, apprendre une nouvelle compétence, explorer une passion que tu avais mise de côté, avoir des conversations qui t'obligent à penser autrement. Voyager, même mentalement, vers des univers différents du tien. Ce qui compte, c'est le mouvement, c'est la direction. C'est le fait de ne pas se fermer, de ne pas se figer, de rester ouvert à ce que la vie peut encore t'apporter. Et il y a quelque chose de magnifique dans cette idée. La croissance personnelle est à la fois une source d'attraction pour les autres et une source de bonheur pour soi-même. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un effort pour plaire, c'est simplement vivre pleinement. Et vivre pleinement est peut-être la chose la plus attractive qui soit. Je veux aussi te parler de quelque chose que j'appelle l'art de la conversation signifiante, parce que nous avons tous des conversations, des dizaines, peut-être des centaines par semaine. Mais combien de ces conversations sont vraiment signifiantes ? Combien laissent une trace ? Combien font sentir à l'autre qu'il a vraiment rencontré quelqu'un ? La plupart de nos échanges restent en surface. La météo, le travail, les nouvelles, les anecdotes. Et ce n'est pas grave en soi, ces échanges ont leur place, ils créent du lien social, ils maintiennent le tissu de nos relations. Mais les personnes irrésistibles savent aussi aller au-delà, savent créer des moments de profondeur dans une conversation ordinaire. Comment ? En posant des questions qui vont plus loin. Pas
comment ça va? Mais qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment? Pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais? Pas tu as passé un bon week-end. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué ces derniers temps? Ces questions ouvrent des portes. Elles invitent l'autre à sortir de la surface, à partager quelque chose de plus réel. Et elles signifient à l'autre, je m'intéresse à toi, vraiment. Pas juste à ta façade. Bien sûr, il faut du discernement, il faut sentir quand l'autre est prêt à aller en profondeur et quand il préfère rester en surface. L'art de la conversation signifiante, c'est aussi savoir respecter le rythme de l'autre, ne jamais forcer, ne jamais envahir. Mais quand le moment est juste, quand tu poses la bonne question au bon moment et que l'autre s'ouvre, que quelque chose de vrai s'échange entre vous, ces moments-là sont précieux. Et ils créent des liens qui durent. Je voudrais maintenant aborder une dimension que nous n'avons pas encore explorée, le rapport au corps dans l'attraction, et je veux être clair, je ne parle pas de changer son corps, je parle de l'habiter. Il y a une différence énorme entre deux personnes qui ont exactement le même corps, l'une l'habite, l'autre le subit. L'une se tient droite, pas de manière rigide, mais avec une aisance naturelle, comme quelqu'un qui est à l'aise dans sa peau. L'autre se fait petite, se cacher, s'excuse presque d'exister physiquement. Cette différence, les autres la voient immédiatement, et elle a un impact considérable sur l'attraction. Habiter son corps, c'est l'accepter. Pas nécessairement l'aimer passionnément, ça peut prendre du temps et c'est un chemin que beaucoup d'entre nous parcourent toute leur vie. Mais l'accepter, le respecter, ne pas passer son temps à en avoir honte ou à vouloir le cacher. Il y a des pratiques simples pour commencer à mieux habiter son corps. La marche consciente, par exemple, marcher en sentant ses pieds toucher le sol, en respirant profondément, en étant présent dans son corps plutôt que dans sa tête. La respiration profonde qui ancre dans le moment présent et relâche les tensions. Le mouvement, sous quelque forme que ce soit, pas pour transformer son corps, mais pour en prendre soin, pour l'honorer. Et progressivement, quand tu commences à habiter ton corps différemment, ta présence change. Pas ton physique, ta présence, et c'est cette présence que les autres ressentent. Je pense à une phrase d'une femme que j'admire beaucoup, Maya Angelou, qui disait « Les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais comment tu les as fait se sentir. » Et je crois que cette phrase capture l'essence de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. L'irrésistibilité, au fond, c'est la capacité de faire sentir aux autres qu'ils comptent, qu'ils sont vus, qu'ils sont entendus, qu'ils ont de la valeur. Et cette capacité n'a absolument rien à voir avec ton physique. Si tu continues à m'écouter jusqu'ici, je t'en remercie sincèrement. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même de prendre ce temps pour réfléchir, pour explorer, pour grandir. Et si ce contenu t'est utile, pense à le partager avec quelqu'un dans ta vie qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un contenu comme celui-ci tombe au bon moment pour quelqu'un et tu pourrais être la personne qui lui offre ce moment. Permettons-nous maintenant d'aller encore un peu plus loin. Je veux te parler de ce que j'appelle la générosité d'être. C'est une expression que j'ai développée au fil des années pour désigner quelque chose de très particulier. La générosité d'être, ce n'est pas la générosité au sens matériel du terme, ce n'est pas donner de l'argent, du temps, des cadeaux, c'est quelque chose de plus subtil et de plus profond. C'est la générosité de ta présence, la générosité de ton attention, la générosité de ta bienveillance, la générosité de ton ouverture. Quand tu entres dans une pièce avec une intention de générosité d'être, c'est-à-dire avec l'intention de donner ta présence, ton attention, ta chaleur, quelque chose de magique se produit. Les gens le sentent. Ils se détendent, ils s'ouvrent, ils se sentent en sécurité. Et cette atmosphère que tu crées autour de toi devient elle-même une forme d'attraction. A l'inverse, quand tu entres dans une pièce avec une intention de prise, qu'est-ce que je vais obtenir ici qui va m'impressionner? Comment je vais être perçu? Les gens le sentent aussi. Et il se fermait instinctivement. La générosité d'être, c'est un choix que tu peux faire à chaque instant, avant une conversation, avant une réunion, avant un rendez-vous. Te demander comment puis-je contribuer à cette interaction, qu'est-ce que je peux apporter, comment puis-je faire en sorte que cette personne se sente mieux après avoir été avec moi qu'avant. Et quand tu poses cette question sincèrement et que tu y réponds par tes actions, tu deviens quelqu'un que les gens cherchent, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es beau ou drôle ou brillant, mais parce que tu leur fais du bien et les gens reviennent toujours vers ce qui leur fait du bien. Il y a encore une chose dont je veux te parler et c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. C'est la puissance du silence. Nous avons tendance à penser que pour être intéressant, il faut parler, il faut remplir le silence, il faut avoir des choses à dire. Mais les personnes vraiment magnétiques ont souvent une relation particulière avec le silence. Elles ne le fuient pas, elles ne le remplissent pas nerveusement, elles le laissent exister. Le silence dans une conversation peut être une forme de respect.
Un espace que tu laisses à l'autre pour penser, pour ressentir, pour compléter sa pensée. Il peut être une forme d'intimité, ces silences confortables que tu partages seulement avec les personnes avec qui tu es vraiment à l'aise. Il peut être une forme de profondeur après une phrase importante, un silence qui dit ce que tu viens de dire mérite qu'on s'y arrête. Apprendre à être à l'aise avec le silence, c'est apprendre à être à l'aise avec soi-même. Parce que le silence met en lumière ce qui est là en toi, en l'absence de distraction. Et si ce qui est là en toi est stable, paisible, bienveillant, alors le silence devient une force. Entraîne-toi à ne pas remplir chaque silence. La prochaine fois qu'une conversation marque une pause, résiste à l'envie de parler pour parler, reste dans le silence un moment, laisse-le respirer et observe ce qui s'y passe. Souvent, quelque chose de plus profond émerge de ce silence, quelque chose que les mots n'auraient pas permis. Je veux maintenant revenir sur quelque chose d'essentiel, quelque chose qui est au cœur de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Et c'est la question de l'identité. Qui es-tu vraiment ? Pas le rôle que tu joues au travail, pas la façade que tu montres sur les réseaux sociaux, pas la version de toi que tu présentes quand tu veux faire bonne impression. Qui es-tu quand personne ne regarde ? Quand tu es seul avec toi-même, quand tu n'as rien à prouver, cette version de toi, c'est la plus précieuse, c'est la plus authentique. C'est celle qui, quand elle s'exprime vraiment dans tes relations, crée les connexions les plus profondes et les plus durables. Et le travail de toute une vie, d'une certaine façon, c'est de réduire l'écart entre qui tu es vraiment et qui tu montres au monde. De moins en moins de te cacher, de plus en plus oser être toi. Avec ta complexité, tes contradictions, tes forces, tes fragilités, tes passions, tes doutes, ce n'est pas un travail linéaire. Il y a des avancées et des reculs. Des jours où tu te sens pleinement toi-même et des jours où tu te retrouves à jouer un rôle sans même t'en rendre compte. Et c'est normal, c'est humain. Ce qui compte, c'est la direction. La tendance générale vers plus d'authenticité, plus de cohérence, plus de présence. Et voici ce que je peux te promettre après des années d'observation et de travail clinique. À mesure que tu te rapproches de toi-même, tu deviens plus attirant. Pas pour tout le monde, et ce n'est pas l'objectif. Mais pour les bonnes personnes, pour celles qui sont faites pour toi, pour celles avec qui tu peux construire quelque chose de vrai. Parce que l'irrésistibilité dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas l'irrésistibilité de masse, ce n'est pas l'objectif de plaire à tout le monde. C'est l'irrésistibilité de l'authenticité qui attire à toi les personnes qui résonnent avec qui tu es vraiment. Et ces connexions-là sont infiniment plus précieuses que la popularité superficielle. Nous approchons de la fin de notre voyage d'aujourd'hui. Et avant de conclure, je veux récapituler avec toi les grandes idées que nous avons explorées ensemble pour qu'elles s'ancrent bien dans ta mémoire et dans ton cœur. Nous avons commencé par le paradoxe de l'attraction. Plus tu cherches à plaire, moins tu plais. Plus tu es authentiquement toi-même, plus tu attires. Nous avons parlé de la sécurité intérieure, ce sentiment fondamental d'avoir le droit d'exister, d'être là, d'occuper de l'espace comme fondement de toute présence magnétique. Nous avons exploré l'écoute profonde, cet art rare et précieux de vraiment être là pour l'autre, de le laisser exister pleinement dans ton attention. Nous avons parlé de la présence incarnée, être vraiment là, corps et esprit, dans chaque interaction. Nous avons découvert la chaleur authentique et la curiosité bienveillante. Regarder les autres avec des yeux d'explorateur, trouver en chaque personne une richesse à découvrir. Nous avons exploré le rapport à soi-même comme fondement du rapport aux autres, se traiter avec douceur, se respecter, s'accorder de la valeur. Nous avons parlé de la puissance de la vulnérabilité, cette force paradoxale qui crée des ponts entre les êtres humains. Nous avons abordé l'humour de la légèreté, ne pas se prendre trop au sérieux, trouver la drôlerie dans l'ordinaire. Nous avons exploré les valeurs incarnées, vivre en accord avec ce qui compte vraiment pour toi, cette cohérence qui inspire confiance et admiration. Nous avons parlé de la croissance personnelle comme source d'énergie et d'attraction. Nous avons découvert l'art de la conversation signifiante, aller au-delà de la surface, créer des moments de vraie connexion. Nous avons exploré l'importance d'habiter son corps, pas de le changer, mais de l'accepter et de l'habiter pleinement. Nous avons parlé de la générosité, d'être entré dans chaque interaction avec l'intention de donner plutôt que de prendre. Et nous avons terminé par la puissance du silence, cet espace fertile où naissent les connexions les plus profondes. Tout cela, tu le vois, n'a rien à voir avec ton physique.
Rien à voir avec ta taille, ton poids, ta coiffure, tes vêtements. Tout cela a à voir avec qui tu es, avec la qualité de ta présence, avec la profondeur de ton rapport à toi-même et aux autres. Est-ce que tout cela révèle de toi, c'est quelque chose de beau, quelque chose d'important? Cela révèle que tu es une personne qui cherche à grandir, qui cherche à comprendre, qui ne se contente pas de la surface des choses, qui veut des connexions vraies, des relations profondes, une vie qui a du sens. Et cette recherche-là, en elle-même, est déjà une forme d'irrésistibilité. Parce que les personnes qui cherchent à comprendre, qui s'interrogent, qui s'améliorer, ces personnes-là ont quelque chose de particulier. Une lumière intérieure que l'on ne peut pas acheter, que l'on ne peut pas simuler, que l'on ne peut pas prendre dans un livre de recettes. Cette lumière, elle vient de l'intérieur et elle rayonne vers l'extérieur. Je veux terminer avec quelque chose de très simple et peut-être de très personnel. Je crois que chaque être humain est fondamentalement digne d'être aimé, admiré, choisi. Pas parce qu'il est parfait. Pas parce qu'il a accompli des choses extraordinaires, mais parce qu'il porte en lui une complexité, une richesse, une profondeur qui méritent d'être vue. Et parfois, le plus grand travail que nous ayons à faire, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est simplement de croire que nous sommes déjà quelqu'un qui mérite d'être vu et d'avoir le courage de le montrer. Ce courage-là, je te l'encourage à cultiver. Pas d'un coup, pas parfaitement, mais progressivement. Un pas à la fois, une conversation à la fois, un moment de vérité à la fois. Et si tu trébuches, et tu trébucheras, parce que c'est humain, rappelle-toi que trébucher fait partie du chemin, que les erreurs sont des informations, pas des jugements. Et que chaque jour est une nouvelle occasion de te rapprocher un peu plus de qui tu es vraiment. Je suis profondément touché que tu aies pris ce temps pour toi aujourd'hui, pour écouter, pour réfléchir, pour explorer. C'est un acte de respect envers toi-même et je t'en remercie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ce que nous avons partagé aujourd'hui a résonné en toi, je t'invite sincèrement à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, les mots justes arrivent au bon moment pour quelqu'un et tu pourrais être la personne qui leur offre ce moment. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.